Salut tout le monde! Alors, on va faire l'avant-dernier cours. Mine de rien, c'est presque fini cette année scolaire-là qui semblait interminable, pour toutes les raisons qu'on connaît. Alors, aujourd'hui, on fait le chapitre 16 qui s'intitule L'énergie mécanique. Ça, vous le savez déjà un peu parce que vous en avez vu une partie l'an passé en STE. Donc, le chapitre 16 commence à la page 340 et va aller jusqu'à la page 360. Donc, un autre petit chapitre. 16.1, c'est l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, ça, vous connaissez déjà. Donc, c'est l'énergie qui est associée au mouvement. Donc, vous avez la formule. Vous la connaissez déjà, cette formule-là, mais mettons que c'est pas trop sûr, est en bas. Donc, énergie cinétique, vous avez un petit encadré bleu en bas de la page 340. Donc, énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. C'est tout. Juste précision pour les unités. Donc, l'énergie est en joules, la masse est toujours en kilogrammes et la vitesse est toujours en mètres par seconde. Cette formule-là, vous l'avez appliquée un petit peu dans vos cours de conduite quand on parle de la distance de freinage. Okay? Si vous avez un véhicule qui est 2 fois plus lourd, donc il y a 2 fois plus de masse, il y a 2 fois plus d'énergie cinétique, donc la distance de freinage est 2 fois plus grande. Par contre, si le véhicule va 2 fois plus vite, là, à ce moment-là, tu as besoin de 4 fois plus de distance de freinage parce que, comme on regarde ici, c'est l'énergie est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, si tu doubles la vitesse, ben, tu quadruples l'énergie. Donc, c'est de là que vient ce concept-là. C'est pour ça que la vitesse, ça augmente. Disons, quand la vitesse augmente, les risques d'accident, les risques, enfin, pas d'accident, mais les risques de dommages graves augmentent très rapidement. Fait que c'est ça. Fait que vous avez des exercices, page 341. Moi, je vous suggère numéro 1, numéro 2. Honnêtement, la seule chose à faire, c'est de s'assurer que vous avez les bonnes unités. Donc, km/h en mètres par seconde, vous savez déjà comment convertir ça. On parle de tonnes aussi. Une tonne, c'est 1000 kg. Évidemment, on parle de tonnes métriques, pas de les tonnes américaines. Ça, c'est autre chose. Ça, de toute façon, vous le savez, on travaille pas avec ça. Donc, 16.1, énergie cinétique. 16.2, le théorème de l'énergie cinétique. Donc, que c'est que ça? Ben, si on regarde, on va juste lire la petite définition qui est en haut de la page 342, tout ce qui est en gras. On dit le théorème de l'énergie cinétique stipule que le travail total effectué sur un objet entre un instant initial et un instant final est égal à la variation de l'énergie cinétique entre ces deux instants. Que ça veut dire? Bon, alors on a vu dans le chapitre 15 que le travail c'était aussi en joules, donc c'était de l'énergie. OK? Fait que si, mettons, moi je décide de pousser sur un objet. Mettons, je prends une balle. Ben, je lance la balle, donc je vais effectuer un certain travail, donc je vais bouger ma main sur une certaine distance, je vais appliquer une certaine force. Ben, ce travail-là, où est-ce qu'il va aller? Ben, il va être transféré en énergie cinétique à la balle. Donc la balle part, mettons, avec une énergie cinétique de 0 parce qu'elle ne bouge pas. Et quand moi je la lance, ben là, je lui transfère de l'énergie cinétique et cette énergie-là est équivalente au travail que je viens de faire. Et le travail, on l'a vu, c'est force fois déplacement. Fait que c'est ça. Ça peut aussi être le contraire. Hein? Exemple, des freins sur une voiture, ça fait un travail négatif. Okay? Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever de l'énergie. Donc, si, mettons, une voiture possède une certaine quantité d'énergie cinétique parce qu'elle est en train de bouger, ben là, en appliquant les freins vont effectuer un travail et ce que ça va faire, c'est que ça va changer l'énergie cinétique, ça va réduire l'énergie. Okay? Parce que si on y va mathématiquement, pour ceux qui se posent la question, okay, on se rappelle que quand on fait un travail, le travail peut être négatif. Parce que tu as la force, tu as le déplacement, mais tu as aussi le cosinus de l'angle. Et un cosinus, ça peut être négatif. Donc, à ce moment-là, oui, il y a des chances que le travail soit négatif. OK? Ça, c'est pour ça.
Dans cette partie-là, je vous suggère page 346, le numéro 4. Ça va être tout. 16.3. Énergie potentielle gravitationnelle. Ça aussi, je crois que vous l'avez vu, mais on va juste... On va regarder ça pour être sûr. Énergie potentielle gravitationnelle qu'un objet possède est liée à sa masse et à sa position au-dessus d'un niveau de référence, généralement la surface terrestre. Donc, vous avez une petite formule, là, qui est le mini encadré bleu, là, à la page 347. On dit l'énergie potentielle gravitationnelle est égale à m fois g fois h. Donc, la masse de l'objet fois g, qui est l'accélération gravitationnelle de la planète où on est, fois h, qui est la hauteur. Et si on tourne... Ouais, bon, ça c'est par où ça va, parce qu'on dit... Si on laissait tomber un objet d'une certaine hauteur, ben la gravité, c'est une force qui s'exercerait dessus, excusez-moi, c'est le matin, sur une certaine distance. Donc, qui dit force sur une distance dit travail, travail dit énergie. Donc, étant donné que quand on tient quelque chose à une certaine hauteur, ben cet objet-là a le potentiel d'accomplir un certain travail. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça de l'énergie potentielle. Évidemment, l'énergie potentielle, ça a rapport avec toutes les forces. Donc, force gravitationnelle a de l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie électrique a de l'énergie potentielle électrique, qu'on appelait aussi le potentiel électrique. Et vous avez travaillé plus avec la différence de potentiel qui était mesurée en volts. Donc, c'est un peu le même principe. C'est toujours du potentiel. Hein? Fait que c'est ça. C'est pas très compliqué. Donc, si vous avez besoin de calculer l'énergie potentielle d'un objet, vous avez juste besoin de sa masse et de sa hauteur par rapport à un niveau 0 qui a été déterminé préalablement. Étant donné que le niveau 0 peut être à différents endroits, ça se peut que l'énergie potentielle soit négative. Ça n'arrivera pas vraiment cette année. De toute façon, cette année. Mais dans certains cas, c'est possible là, qu'on mette ça. Si je me rappelle bien, c'est l'énergie potentielle des électrons autour de l'atome dans le modèle de Bohr. Mais ça, je m'écarte. Donc, exercice de la page 16, de la section 16.3, on est à la page 349. Qu'est-ce que je vous ai suggéré pour cela? Juste le numéro 1 et 2. Donc, encore là, juste vraiment faire attention aux unités. Hein? La masse doit être en kilogrammes, la hauteur doit être en mètres. Et évidemment, l'accélération gravitationnelle doit être en mètres par seconde carré. OK. 16.4. La conservation de l'énergie mécanique. Alors, l'énergie, c'est comme la matière, c'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas avoir une certaine quantité d'énergie pour un système, et s'il n'y a pas d'énergie de l'extérieur qui entre ou qui sort, ben, tout ce qui va arriver, ça va être ça va changer. Fait que vous avez la formule, énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. Pas trop compliqué. Et si on dit que l'énergie mécanique est conservée avant et après, ben ça nous permet de trouver ce qu'on a. Le bon exemple de ça, vous l'avez en haut de la page 351, quand même assez bien illustré. C'est la rampe de skateboard. Je crois que c'est cette patente-là, on appelle ça un half-pipe, si je me rappelle bien de ma culture de jeune. Donc, quand tu es en haut complètement sur un des bords, là, tu as plein d'énergie potentielle, tu vas pas vite ou tu es immobile, donc tu n'as pas d'énergie cinétique. Et là, quand tu te laisses tomber, bien là, à ce moment-là, à mesure que tu descends, ton énergie potentielle diminue parce que ta hauteur baisse. Fait que si la hauteur baisse, hein, mathématiquement, l'énergie potentielle va diminuer. Et ce que ça fait, ben, c'est que cette énergie-là va être transférée en énergie cinétique. Okay? Et c'est pour ça qu'au point le plus bas, ben là, on va dire qu'il n'y a plus d'énergie potentielle. Et là, c'est tout converti en énergie cinétique. Et là, en remontant de l'autre côté, ben, ça va faire ça. Ce qui se passe. C'est pour ça que
si, admettons, tu fais juste te laisser tomber, tu peux pas aller plus haut de l'autre côté que ce que tu allais. OK? Parce que, évidemment, tu as une certaine quantité d'énergie. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Genre de problème typique qu'on a dans les examens, c'est un problème de montagne russe. Hein, vous avez tous déjà probablement été dans une montagne russe, puis sinon, c'est pas grave, on ne vous traitera pas de pissou, c'est correct. Le principe d'une montagne russe, si vous regardez, la prochaine fois que vous irez dans un parc d'attractions, disons à la ronde, même pas obligé de monter dans la montagne russe, juste de regarder, vous allez comprendre. Si vous regardez, mettons, comme le monstre, ou même le Goliath, Goliath est encore plus gros, ça peut... vous allez voir que la partie la plus haute, c'est c'est la première côte. OK. Pourquoi? Parce que cette côte-là, c'est là qu'on va aller chercher toute l'énergie potentielle. Puis dans une montagne russe, sur le train en tant que tel, où est-ce que tu es, il n'y a pas de moteur. La seule place où il y a un moteur, et ça on l'entend, c'est l'espèce de petit moteur qui fait tourner une chaîne, puis là, tu es en train de monter, puis tu entends toc 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 toc. Bon, ça établit différents niveaux de stress dépendant de la personne, mais ça, c'est le seul moment où tu as un moteur qui va forcer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter le train jusqu'en haut, donc pour lui donner une énergie potentielle. Et là, à partir de là, quand il va redescendre, eh bien, il va redescendre et va seulement utiliser l'énergie potentielle qu'il a accumulée au début pour faire tout le mouvement qu'il fait là. Il n'y a que ça. Je crois qu'à un moment donné, dans le milieu du monstre, il y a comme un petit bout à un moment donné où tu entends comme une chaîne. Est-ce que c'est un petit boost qu'il donne pour être sûr? Je ne sais pas. Mais normalement, il n'y a pas de trouble avec ça. J'avais même vu une vidéo sur Facebook une fois, j'avais trouvé ça fascinant, mais c'est vrai que c'est possible. Il y a un grand-père qui avait fabriqué pour son petit-fils une montagne russe dans sa cour. Donc, tout ce qu'il avait à faire, c'était de construire les rails. Parce que là, après ça, ce qu'il prenait, c'est qu'il prenait le petit buggy avec le kid, puis il montait en haut de la première côte, puis il laissait aller, puis là, le kid, wouh, il faisait tout le trajet après ça, puis il était super content, puis encore, puis en tout cas, ça a commencé. Fait que, c'est ça. Donc, des montagnes russes classiques fonctionnent de cette manière-là. Les autres, probablement que les autres aussi, c'est ça. C'est juste que ces deux-là, là, je dirais, le Goliath et le monstre, c'est eux qui sont les plus évidentes là, qu'on peut voir beaucoup mieux. OK. Juste une autre petite chose aussi. Évidemment, oui, il y a de la conservation d'énergie, mais il va y avoir des fois de l'énergie qui va se dissiper. Je pense que vous avez vu ça l'année passée, les rendements des machines, tout ça, mais, tu sais, exemple, on vient avec notre gars dans son half-pipe, là. C'est sûr que s'il y a beaucoup de vent, ça va le faire ralentir un peu. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de l'énergie qui va se dissiper dans l'air. Okay? Un autre exemple, vous avez peut-être déjà entendu, que si tu es au sommet de l'Empire State Building et que tu laisses tomber une pièce de monnaie, bien, la pièce de monnaie va accumuler assez de vitesse pour pouvoir transpercer le crâne de quelqu'un en bas. Est-ce que c'est vrai? Non. Okay? C'est vrai que si on se fie seulement aux formules qu'on a ici, oui. En effet, la pièce de monnaie a plus d'énergie qu'une balle de fusil et va en effet tuer quelqu'un. Mais il y a assez de résistance de l'air qui fait qu'il y a une bonne partie de cette énergie-là qui va se dissiper. Ce qui fait que lorsque la pièce de monnaie va arriver, oui, ça va être extrêmement gossant si tu reçois ça sur la tête, mais tu ne vas pas en mourir. Okay? Un autre exemple de ça, il y en a plusieurs ici qui étaient en ski, là, donc vous allez savoir de quoi je parle. Si tu pars d'en haut de la pente et que tu décides de mettre tes deux skis parallèles, de te pencher et de faire ce qu'on appelle le downhill, c'est sûr que quand tu vas arriver en bas, tu vas aller pas mal vite. Sauf que en général, tu fais pas ça. Hein? Tu vas faire soit du chasse-neige quand tu commences ou tu vas faire du slalom quand tu es plus expérimenté. Ben, le principe de ça, c'est justement de dépenser une partie de cette énergie potentielle-là pour ne pas arriver avec une trop grande vitesse rendue en bas. C'est le principe. OK. Est-ce qu'on a des exercices? Page 353. Moi, je vous suggère le numéro 2. Donc, il y a plusieurs petites étapes à faire. Ça se fait très bien. Et le numéro 5. Le numéro 5, c'est ce qui se rapproche le plus d'un problème montagne russe.
Comme je dis, il y a toujours un problème de montagne russe dans ces examens-là. Là, il n'y en a pas dans le manuel, mais il y a le numéro 5 qui est quand même pas pire. Et ensuite, 16.5, la conservation de l'énergie totale. Est-ce que je donne des... Non. Conservation de l'énergie totale, c'est juste pour dire, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est qu'il n'y a pas seulement de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Tu as plein d'autres formes d'énergie. Entre autres, il y a l'énergie thermique, il y a l'énergie lumineuse. Bon, il y en a de toutes les sortes. Fait qu'il ne faut pas oublier que l'énergie se conserve, mais elle se conserve dans toutes ses formes, pas juste deux formes d'énergie en particulier. C'est pour ça que justement je lisais un article là-dessus. Si on regarde la manière dont les voitures sont faites maintenant, il y en a qui vont dire maintenant dans un gros accident, ils vont se briser à rien, tout le devant il est scrap. Oui, c'est vrai que tout le devant est scrap. Mais vous remarquerez que le devant est scrap, mais l'habitacle où le conducteur et les passagers se trouvent est relativement intact. Donc, le but là-dedans, la façon dont ça a été construit, c'est justement que l'énergie de l'impact soit absorbée par le devant de la voiture. Fait que oui, tu vas avoir un char perte totale, mais tu vas être encore vivant. Okay? Un exemple de ça, ça fait longtemps, ça doit faire 15-20 ans. Dans une course de Formule 1, il y avait un pilote qui a eu un accident et l'auto s'est littéralement défaite en milliers de morceaux. Puis tout ce qui restait, qui a revolé, c'est l'espèce d'habitacle là, autour du conducteur. Et le conducteur, oui, il a été blessé, là, je pense qu'il a eu les deux jambes cassées, tout ça, mais pour un accident à 350 km/h, normalement, si ça avait été des modèles de Formule 1 qui avaient été utilisés juste 20 ans avant, il aurait été mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort depuis longtemps en Formule 1. Une des raisons, là, mais ça, c'est une des principales, c'est que lorsqu'il y a un impact à très très haute vitesse, la grande majorité de l'énergie de cet impact-là va être utilisée pour complètement pulvériser la voiture et va préserver le conducteur. Donc, c'est ça. Vous avez une partie synthèse de fin de chapitre. Voilà, les machines, tout ça, mais ça, honnêtement, c'est moins important. OK. Alors, page 361, vous avez les exercices récapitulatifs. Je vous suggère les numéros 4 et 8. Donc, ça va vous donner... dernière chose que je voulais dire. L'avantage de ce chapitre-là, OK? Comparé, mettons, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire mais là, je suis habitué aux formules du chapitre 10. Moi, utiliser les formules du chapitre 10, ça va être plus simple. Tu peux, mais c'est pas si simple que ça. OK? Le principe, c'est que la hauteur, l'énergie potentielle dépend seulement de ta hauteur. Donc, peu importe le chemin que tu as fait entre, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est la hauteur au moment où on fait le calcul. Donc, que le chemin... comment je pourrais dire ça? Ceux qui ont eu des problèmes, supposez que vous l'avez fait, avec les plans inclinés, tu n'es pas obligé de te taper toutes les mathématiques du plan incliné. Tu as juste à dire, il est à telle hauteur, il y a telle énergie, il est à telle hauteur, il y a telle énergie. C'est ça. Fait que tu n'as pas besoin de... Même, je dirais, il y a plusieurs problèmes de plan incliné. Au lieu d'utiliser les 4 formules du chapitre 10, tu peux tout simplement utiliser énergie potentielle, énergie cinétique. En fait, ça devrait être ton réflexe. De toujours essayer de le faire en premier avec énergie mécanique. Puis si ça ne fonctionne pas, là, tu utilises plan incliné, tu utilises les formules du chapitre 10. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et c'est correct. Donc, moi, comme je vous dis, je suis là de 5h à 5h30. Des fois, je t'offre un petit peu plus. Des fois, je suis en train de gamer puis j'attends que vous me disiez bonjour. Fait que si jamais vous rentrez sur le GT, juste que vous sachiez que j'ai pas nécessairement la fenêtre devant moi. Donc, soyez vocal et dites-moi un beau bonjour. Comme ça, moi, je sais que vous êtes là. Puis, j'ai pas l'air d'un gros colon parce que vous allez me voir en train de fixer mon écran. Mais c'est pas vous que je vais trouver important. C'est bon? Donc, bonne semaine et on se lave les mains, on tousse dans son coude. Il
Il y a quelqu'un qui avait comparé ça, la pandémie, le virus, à une lumière check engine. Hein? Les premières semaines, tu capotes, puis le moment donné, tu réalises, on va vivre avec. Je suis pas en train de dire ça. Si on continue à garder les bonnes habitudes qu'on a prises dans les 3 derniers mois, ça risque d'aplatir la courbe de la prochaine vague, parce que oui, il va en avoir une prochaine vague. Okay? Toutes les pandémies, c'est comme ça. Tous les virus de ce style-là, ça arrive. Tu as 2 vagues, même 3. Donc faites attention. Bonne journée.